Bonjour à tous. Donc, je vous souhaite la bienvenue pour cette deuxième partie du colloque. Je m'appelle Inès Mesmar, je suis fondatrice de la Fabrique Nomade et je suis ravie d'introduire cette table ronde et de présenter et de participer à l'animation de cette table ronde qui s'intitule « Exil et activités créatives ». Nous avons la chance d'accueillir cet après-midi 5 intervenants qui vont présenter ce sujet grâce à leurs expériences et leurs approches et analyses pendant tout cet après-midi. Ce colloque entend explorer les voies de résilience face aux empêchements développés tant par les personnes en exil que par celles qui les accompagnent. On cherche ici à identifier les processus et les conditions d'un pouvoir d'action et d'agir qui va de la personnalisation des récits aux espaces et comme un acte de résistance face à la déshumanisation. Je suis moi-même très touchée par ce sujet, puisque j'ai fondé la Fabrique Nomade en 2016, qui est une association qui œuvre à valoriser et favoriser l'insertion professionnelle des artisans, réfugiés et migrants en France. Ce sont des femmes et des hommes qui sont dotés d'un savoir-faire qu'ils ont acquis dans leur pays d'origine et qui rencontrent en France de nombreux fins à faire exercer, à faire reconnaître leurs compétences. Ces personnes qui ont fait le choix difficile de quitter leur pays, elles n'ont pas nécessairement fait le choix de perdre ce qu'elles sont. Et la Fabrique Nomade, elle a fait le pari audacieux de construire, d'inventer une nouvelle voie qui les amène et qui les conduit jusqu'à leur métier, en levant notamment les principaux freins, j'essaie de régler à la hauteur, qui les empêchent donc d'exercer leur métier, qui sont évidemment celui de la langue, l'absence de réseau, la méconnaissance du marché et surtout le fait qu'on oriente ces personnes souvent, très souvent, vers des secteurs en tension, qui sont le ménage, la sécurité, l'hôtellerie, la restauration, etc., des métiers que vous imaginez assez facilement, qui vont produire non seulement du déclassement professionnel, mais aussi une perte de confiance en soi, une perte de valorisation, une perte d'estime, allant jusqu'à parfois provoquer des conséquences psychologiques, de santé mentale, etc. Et donc, notre démarche, nous, elle vise à faire émerger ce que le traumatisme de la migration a enfoui, effacé. Et notre travail, c'est aussi de remettre le choix dans le parcours de ces personnes à qui on ne reconnaît ni les diplômes, ni l'expérience, ni les compétences, et qui n'ont ni le choix d'où elles vivent, ni avec qui elles vivent, ni du métier, souvent ni du secteur qu'elles exercent quand elles arrivent ici. Donc notre travail, c'est effectivement de remettre le choix dans leur vie afin qu'elles puissent trouver une juste place dans notre société et qu'elles puissent aussi devenir des acteurs à part entière de ce nouveau pays qui est devenu le leur. Depuis 3 ans que nous accompagnons des artisans, nous observons que la passion de leur métier est un véritable moteur. Un moteur aussi d'intégration, c'est-à-dire que pour nous, une personne qui ne parle pas français, on ne lui dira pas de retourner d'abord en cours pour aller faire d'abord apprendre la langue française. Mais en fait, on se rend compte que le métier, c'est une part importante de leur identité et que c'est une véritable énergie de vie pour eux qu'ils trouvent dans la pratique de leur métier. Et cette énergie, elle va permettre de lever les freins, les obstacles qui sont notamment la langue, mais pas que. Et ils vont trouver une force pour pouvoir dépasser l'urgence dans laquelle ils sont et aussi leur permettre de lever le regard vers l'avenir. Nous avons développé pour cela 3 actions, notamment un dispositif de formation certifiant et qui est une démarche vraiment nouvelle et pragmatique qui leur permet de renouer avec leur métier et aussi adapter leur savoir-faire au marché français. Ils acquièrent de nouvelles méthodes de travail, notamment sur la phase de conception et aussi de production, de fabrication. Ils découvrent leur environnement économique et culturel, et là, ça passe par des actions concrètes de visite d'ateliers, de visite de musées, de salons professionnels. Ils découvrent aussi comment s'exerce leur métier en France. Ils construisent un projet professionnel et plus largement, même plus loin, un projet de vie qui est en cohérence avec leurs aspirations professionnelles. Et ils développent, grâce à tout ce travail qu'ils mènent à la Fabrique Nomade, un nouveau réseau professionnel. Nous avons accompagné 25 artisans depuis le début de ce projet, qui sont issus de 14 pays
et dont 16 savoir-faire différents. Et chaque année, nous créons une collection d'objets d'art et de design qui est le fruit d'une collaboration professionnelle avec 10 designers français donc qui se portent bénévoles dans le cadre de cette collaboration. Ces objets sont à la fois un support pédagogique puisqu'ils permettent de travailler toutes ces nouvelles compétences à acquérir, mais également un support de promotion, puisque ces collections, nous allons les promouvoir à la fois dans notre espace boutique qui se trouve au Viaduc des Arts, mais aussi lors de salons professionnels en présence de tout le secteur et tout l'écosystème qui est là. Donc ce sont des objets qui sont vraiment vitrines de leur savoir-faire et qui permettent de rendre compte de leurs compétences, tout en leur permettant de découvrir aussi quelles vont être les nouvelles, les codes esthétiques, etc., toutes les nouvelles choses qu'ils doivent aussi intégrer dans leur nouvelle approche du métier. Nos artisans ont fabriqué depuis 650 objets qui ont été fabriqués dans nos ateliers à Paris. Et ils travaillent sur la fabrication aussi sur mesure pour des commandes spécifiques pour des entreprises. Nous proposons également des ateliers de pratique artisanale qui sont animés par nos artisans à destination du grand public et des entreprises et qui permettent véritablement un changement de posture. D'abord une posture plus valorisante puisque ce sont eux qui transmettent un savoir-faire et pas nous qui les aidons et leur apportons des choses. C'est aussi le moment de pouvoir pratiquer la langue française de manière concrète et puis s'appuient sur leur métier et leurs connaissances. Et puis ils développent du lien social avec un nouveau public. 800 personnes ont pu bénéficier de leurs initiations. Et donc, c'est une action qui, à la fois, participe à la cohésion sociale, au lien, mais aussi enrichit en fait notre patrimoine de savoir-faire. Notre vision là-dessus, c'est aussi de montrer que l'immigration est une richesse et qu'elle puisse trouver aussi sa place en intégrant tous ces savoir-faire qui arrivent de différents pays. Donc on œuvre d'une certaine manière à ce que ces savoir-faire venus d'ailleurs ne tombent pas dans l'oubli et s'inscrivent dans notre patrimoine commun. Et pour cela, je voudrais vous donner 3 exemples et je conclurai là-dessus. D'abord, l'exemple de 2 femmes, Katayu Nathalie, que nous avons accompagnées à partir du mois d'avril sur cette dernière session, qui est couturière iranienne, qui est âgée de 60 ans et qui vient d'intégrer en tant que couturière à la Maison Dior. Le deuxième exemple que j'ai à vous citer, qui est aussi l'exemple d'une femme, qui s'appelle Lamo Jigme, qui est perlière d'art, qui est réfugiée tibétaine et qui a obtenu en 2018 le premier prix du label Fabriqué à Paris pour son projet Métaux, qui est un soliflore en verre soufflé et qui a été sélectionné parmi 350 créations parisiennes. Et parce que le savoir-faire artisanal est un langage universel qui n'a pas de couleur et qui n'a pas d'origine, cette année, nous avons réussi à attirer et à convaincre, en fait, par la pertinence de notre projet, des actions que nous menons, ces valeurs communes, qui sont justement le fait qu'il y a une universalité à travers ce métier. Nous avons aussi à convaincre le groupe LVMH, qui est leader mondial dans l'univers du luxe, reconnu pour l'excellence de ses savoir-faire, qui est maintenant partenaire de la fabrique Naumann et qui nous soutient dans l'insertion des artisans. Voilà, je voulais conclure sur ces quelques exemples. Et maintenant, je voudrais laisser la parole à nos intervenants. Je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 16h30 environ et que chaque intervenant, pour qu'il puisse parler et partager son expérience, a 20 minutes. Et voilà, je vais être maître du temps, donc je ne vais pas avoir un rôle très sympathique, mais voilà, ça va être nécessaire. Donc je vous remercie de garder vos questions. J'espère que nous aurons le temps de pouvoir les recevoir et en discuter ensemble avant d'aller dans l'amphi général. Je vous remercie et je passe maintenant la parole à Alexandra Felder. Je travaille à l'IFFP à Lausanne, c'est un institut de formation professionnelle. Donc actuellement, je ne travaille plus directement en ce moment avec les questions d'asile. Cette recherche-là faisait partie de ma recherche de thèse que j'ai faite sous la direction de Dominique Lullier à l'époque. Moi, ce que je souhaite vous présenter aujourd'hui, c'est une expérience que j'ai pu observer, accompagner un tout petit peu à Genève, en Suisse, d'une rédaction d'un journal en fait bimestriel qui s'écrivait par des demandeurs d'asile, donc dans le canton de Genève, en Suisse. L'idée, c'est d'essayer de vous montrer comment des processus de personnalisation ont pu se dégager pour les demandeurs d'asile en participant à la rédaction de ce journal.
Voilà, juste pour vous présenter un petit peu le contexte. Donc, il s'agit de ce journal-là que vous voyez sur la photo, qui s'appelle Voix d'exil, qui a apparu 2 fois par semestre à Genève, mais qui avait également des rédactions dans le canton de Valais, de Neuchâtel et du canton de Vaud. Donc, il y avait 4 rédactions dans des cantons francophones. Il était financé et toujours financé et publié par l'Office cantonal en charge des demandeurs d'asile, donc ce qui s'appelle Hospice général à Genève. Cette page, juste pour vous donner une petite idée des articles qui ont été rédigés. Donc, il y avait dans la rédaction, au moment de ma recherche, il y avait entre 4 et 7 rédactrices et rédacteurs qui étaient pour la plupart issus de pays francophones, puisque écrire, voilà, ça se fait en français, c'était évidemment plus facile pour des personnes francophones. Il y avait une dame qui était irakienne, qui s'occupait avant tout du graphisme et aussi des dessins. Donc, ces personnes, juste pour vous donner quelques indications, des sujets qui étaient traités, donc c'était des sujets sur, voilà, il y a par exemple ce titre « Acculturation menace-t-elle les familles d'exilés ?» il y a des articles sur la vie quotidienne, les conditions de vie des demandeurs d'asile dans les différents cantons ou dans les différents centres d'hébergement. Il y a des histoires de personnes, par exemple, peine d'une femme à Saconnet. Il y a aussi des articles, il y avait toujours une rubrique qui s'appelait « Le requérant qui gagne », parce qu'en Suisse, on appelle les demandeurs d'asile les requérants d'asile. Le requérant qui gagne était toujours un portrait d'un demandeur d'asile qui avait réussi quelque chose, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine du sport, de l'art, etc. Il y a aussi des articles au niveau international, il y avait des rapports de pays, des situations des pays d'origine, des personnes, etc. Voilà. Juste pour vous présenter aussi un peu le cadre de ma recherche très brièvement. Donc, cette recherche cette rédaction de Voix d'exil faisait partie en fait d'une étude plus large que je faisais à l'époque autour des activités des demandeurs d'asile, les différentes formes d'activités qu'ils peuvent avoir pendant leur demande de la fin de la procédure d'asile, pendant l'attente de la fin de la procédure d'asile. J'avais mené 50 entretiens, donc dans la rédaction, il y avait 4 rédactrices et rédacteurs qui ont été interviewés à plusieurs reprises, donc je les ai accompagnés pendant plusieurs années, la plupart d'entre eux, mais j'ai mené des observations et des présences à la rédaction pendant 10 mois. Je m'intéressais avant tout donc, pour savoir à la rédaction de Voix d'exil quelles étaient les motivations, en fait, les motifs pour les personnes de faire ce travail-là. Et puis, en fait, qu'est-ce que ça leur servait, quelles étaient les significations pour eux de faire ce travail-là. Donc, pour vous présenter juste le terme ou le concept de processus de personnalisation que j'ai pris de Philippe Malerieux, qui dit que le sujet est l'agent de sa propre socialisation. Pendant les activités, le sujet surmonte les conflits liés aux changements radicaux de sa vie. Donc, l'idée, c'est qu'à travers l'activité, le sujet puisse en fait redevenir l'agent ou le sujet de sa propre socialisation. Donc, quelles étaient les activités dans la rédaction pendant ce temps-là, ou quelles étaient les activités significatives pour les personnes avec qui j'ai pu discuter. Une activité qui était très importante pour eux, c'était les interviews qu'ils devaient faire pour le journal. Comme donc il y avait des articles sur la politique d'asile ou sur les conditions de vie des demandeurs d'asile, ils mener des entretiens avec des représentants politiques, avec des représentants d'œuvres d'entraide, d'institutions sociales, d'associations de migrants. C'était vraiment, il y avait une grande partie de leur activité était des interviews avec des acteurs du domaine de l'asile, aussi avec des demandeurs d'asile eux-mêmes. Cette activité de mener des interviews était
était vraiment très importante, c'est-à-dire que ça dégageait quelque chose de très fort au niveau de quitter un rôle qui est imposé et prendre un autre rôle, c'est-à-dire quitter ce rôle du demandeur d'asile, du demandeur, de celui qui demande quelque chose, qui est lui ou elle souvent sollicité pour donner des réponses. Pour une fois, c'est eux qui vont téléphoner les personnes pour les solliciter pour un entretien, se mettre en face de ces représentants politiques, etc., ou d'autres demandeurs d'asile, demandeuses d'asile, et puis leur poser des questions, être eux dans la position d'écoute. Ça, c'était vraiment quelque chose de très, très fort que j'ai aussi pu observer et qui demandait énormément de courage parce que les journalistes, ils n'étaient souvent pas habitués justement à téléphoner à quelqu'un, ils ne se sentaient pas à l'aise dans ce rôle-là. Je me souviens très bien, l'un des journalistes qui était un journaliste professionnel dans son pays, quand il téléphonait à quelqu'un pour demander un entretien, sa voix était toute basse, il n'osait presque pas parler, ça demandait vraiment un effort énorme. Donc je vous laisse un petit peu prendre connaissance, j'ai fait ce PowerPoint avant tout pour vous passer quelques témoignages, de vous montrer des extraits. Donc Martine, qui est camerounaise, qui montre comment cette activité de mener des interviews, ça l'a forcé un peu à s'ouvrir envers les autres, donc ça, à se surpasser, de m'extravertir un petit peu. Donc ça lui a fait beaucoup de bien de pouvoir aller envers les autres, ou encore Louis, donc, qui était un journaliste dans son pays d'origine, qui, à travers l'entretien avec un représentant politique qui ne connaissait pas le journal Voix d'Exil, avait vraiment envie aussi de passer à une action, c'est-à-dire donner une place plus importante sur l'espace public à ce journal-là, le faire connaître vraiment dans l'espace public. Un autre point qui était très important, c'était de pouvoir relier eux-mêmes, les rédactrices et rédacteurs, de relier le passé et le présent. Comme le dit Mireille Sifali, écrire comporte aussi une dimension de distanciation. Déjà, par le fait de s'adresser à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire quand on écrit un texte qu'on adresse à quelqu'un, on met en place des stratégies de se dire mais comment je vais raconter mon histoire, mais aussi à travers le travail sur le texte. Donc le travail sur l'écrit permet également un processus de distanciation. Il y avait notamment par exemple William qui a pu à travers l'écriture aussi, comme il dit, pondérer un peu ses avis, c'est-à-dire s'exprimer au lieu de façon violente, commencer à s'exprimer de façon compréhensible aux autres, et même, comme il montre encore une fois, de prendre un autre rôle. Donc il dit, je me suis mis dans la peau d'un militant engagé au lieu d'un requérant d'asile. Il y a aussi Martine qui, elle a fait l'expérience, donc tout le monde n'a pas fait ça, mais elle a écrit 3 articles plus ou moins sur elle-même. Un premier article sur la condition de vie dans son pays d'origine de personnes qui sont des albinos, donc leurs conditions de vie, et puis 2 articles vraiment sur son expérience personnelle. Ce qui l'a aidé, comme elle dit, à vraiment dégager quelque chose d'elle-même, comme elle dit, à vraiment se décharger d'un poids. Donc elle dit que elle le décrit même un peu comme un processus thérapeutique, cette écriture. Donc, ce qui est intéressant là-dedans aussi, dans cette écriture d'articles sur le domaine d'asile, c'est-à-dire qu'on est toujours dans un processus de distanciation, mais aussi de rapprochement. C'est-à-dire qu'on écrit sur l'asile, mais pas nécessairement sur soi-même. C'est-à-dire qu'on peut, dans une certaine distance, quand même élaborer un peu sa propre situation de vie. Ça, je vais passer un petit peu plus vite. Donc, une fonction très importante pour les rédactrices et rédacteurs était d'informer aussi les pairs. Là, je vais passer un petit peu plus vite parce que je sais pas si j'ai beaucoup de temps. L'idée, c'est vraiment aussi de donner aux autres demandeurs d'asile, à travers de ce journal, des informations qui sont importantes pour eux.
Et puis même, en fait, dans ce cas-là, de devenir des références pour les autres demandeurs d'asile qui viennent voir les rédacteurs pour leur poser des questions. Ah oui, mais tu as lu le dernier changement de loi, de quoi il s'agit exactement, etc. Donc, donc le dernier point, c'est aussi donc informer les autres. C'est-à-dire aussi prendre une place vraiment dans l'espace public, comme j'ai déjà montré. C'est-à-dire que l'important de ce journal-là ou de cette expérience-là n'est pas seulement de dégager une parole donc, sur sa vie, mais vraiment de l'adresser à un public, et un public qui n'est pas nécessairement justement que le milieu cloisonné des demandeurs d'asile. C'est-à-dire que écrire ce journal permet en quelque sorte de sortir aussi d'un ghetto, d'un milieu clos, de s'ouvrir aux autres. D'ailleurs, comme le dit Louis, il dit que c'est aussi à nous un petit peu de descendre de notre tour, je crois, il disait. En fait, aussi aller à leur rencontre pour leur expliquer qui on est, quelles sont nos conditions de vie, et de les mettre au courant de notre vie. Voilà, comme d'ailleurs cette notion de parole adressée que j'ai repris de Guillaume Leblanc, qui était malheureusement pas ici ce matin, que j'aurais bien aimé entendre, il y a vraiment cette question d'adresser sa parole à autrui qui est extrêmement important dans cette expérience. Donc, juste pour arriver à la conclusion, l'image n'est pas très parlante en fait dans mon contexte, mais c'est l'image d'un ancien demandeur d'asile en Suisse qui s'appelle Tadesse Abraham, qui est un grand sportif de marathon suisse depuis. Voilà, c'est juste pour la petite épisode. Donc, l'expérience que j'ai pu trouver dans ce journal Voix d'exil est vraiment importante pour les demandeurs d'asile, pour mettre en place des processus que j'ai pu montrer. Donc, comme Guillaume Leblanc le dit, devenir audible pour soi-même et pour d'autres, c'est le premier pas pour pouvoir sortir de l'extrême vulnérabilité. Donc, cette question d'une prise de parole qui est audible par autrui, mais aussi par soi, c'est vraiment à la base de se reconstruire une identité narrative et puis pour sortir de l'extrême vulnérabilité. Voilà, juste pour conclure. Malheureusement, la rédaction genevoise de Voix d'exil n'existe plus. Déjà, au moment où je faisais mon enquête, il était beaucoup question de continuer ou pas continuer, parce que cette activité-là, pour les demandeurs d'asile, n'était pas rentable en termes du nombre de participants à l'activité. Aujourd'hui, le journal, il existe toujours dans d'autres cantons, sous forme d'un blog, mais il n'est plus édité en version papier, malheureusement. Voilà, merci beaucoup. Moi-même.